Bonjour Michel, on a le plaisir de diffuser votre reportage que vous avez tourné dans le Haut-Karabakh pour suivre ces personnes évidemment en exil, ces hommes, ces femmes. On rappelle que dans l'actualité aujourd'hui, il y a la ministre des Affaires étrangères française, Catherine Colonna, qui est à Yerevan en Arménie. Vous nous direz tout à l'heure. Vous nous direz tout à l'heure ce que peut faire la France. Elle est accusée pour l'instant de ne rien faire. Et on rappelle qu'il y a eu des échanges de tirs en fin de journée hier à la frontière. Là aussi, on y reviendra dans quelques instants. Et ces Arméniens dont parlait Elisabeth, c'est 100 000 Arméniens, c'est presque la totalité du peuple du Haut-Karabakh. Vous avez pu les suivre en plein exode. Ils nous ont dégagés de chez nous. Comment voulez-vous qu'on se sente ? C'est très dur ce qui nous arrive. On ne sait même pas où on va aller. C'était terrible. Ils nous ont bombardés. L'armée azerbaïdjanaise a fait ça. Et vous ne vouliez pas rester? Il n'est plus possible de vivre pour vous là-bas? Mais leurs soldats sont installés dans ma maison. Comment pourrions-nous? La suite, je ne la connais pas. Je ne sais pas où on va. Voilà, on lit leur épuisement, leur infinie tristesse. Que vous ont-ils raconté au-delà de ces images ? C'est un déchirement, en fait. C'est une rupture définitive. C'est ça qui est impressionnant, parce qu'ils en ont conscience avec leur terre natale, la terre de leurs ancêtres. Enfin, ça remonte à des temps immémoriaux, quand même. On ne parle pas de colons qui se sont installés là. On parle de gens qui, depuis des générations, étaient installés sur ce haut plateau, dans ces collines-là du Haut-Karabakh, effectivement insérés à l'intérieur de ce territoire azerbaïdjanais. Donc c'est tout le problème, c'est la tragédie de ce peuple qui est lié, qui est le même peuple que le peuple arménien. Bien sûr, ce sont des Arméniens, mais c'est cette injustice de l'histoire qui fait que, le tracé des frontières les place en situation de poche enclavée au milieu d'un autre pays qui effectivement n'a rien à voir du point de vue culturel, linguistique, religieux. Et, pardon. Non, allez-y. Et dans quel état sont-ils Et dans quel état sont-ils alors ils vous disent quoi? Qu'ils sont en colère, ils sont tristes, ils ont un sentiment d'abandon. Il y a le sentiment. Voilà, il y a le sentiment d'abandon, il y a le sentiment, mais qu'ils ne découvrent pas en même temps, à cet instant-là. Il y a eu une guerre il y a 3 ans, ça fait 30 ans qu'en fait ce conflit dure de manière larvée. C'était un conflit ouvert dans les années 90. Vous savez, dès que ces pays, l'Azerbaïdjan, l'Arménie et le Haut-Karabakh, d'ailleurs, en tant que tel, ont proclamé leur indépendance de manière un peu unilatérale à la fin de l'URSS. Alors, pour les deux grands pays, entre guillemets, qui étaient l'Arménie, les deux anciennes républiques socialistes soviétiques, qui étaient l'Arménie et l'Azerbaïdjan, ça a été reconnu par la communauté internationale. Le Haut-Karabakh, lui, cette petite poche, on parle de la moitié d'un département français, quand même. Donc, juste pour se rendre compte de la superficie. Ça n'a jamais été reconnu en tant que tel, comme pays, pas même par l'Arménie d'ailleurs, Oui, ça c'est intéressant. Mais c'est une situation de fait où vous avez une population dans sa quasi-totalité arménienne, de confession chrétienne donc, qui s'est décrétée autonome. Voilà. Et cette autonomie, elle a perduré jusqu'à aujourd'hui. Et c'est terminé. Juste pour qu'on comprenne bien leur état d'esprit, c'est comme si les Corses étaient autonomes, la Corse était autonome aujourd'hui. Elle a le même rapport que donc ces Corses autonomes, si c'était le cas avec le pouvoir central de Paris. Et aujourd'hui, un pays étranger vient prendre la Corse. Donc les Corses reviennent en France. Oui, sur le continent. On essaye de comprendre l'état d'esprit, parce qu'encore une fois... Il faudrait imaginer la Corse non pas comme une île, mais comme une poche, effectivement. C'est ça aussi la différence. Complètement insérée dans un environnement territorial différent. Et il y avait ce visage, moi ça m'avait marqué lors de la diffusion de votre reportage, Michel, sur TF1, d'Elmira, qu'on a vu il y a quelques instants, qui avait fait des kilomètres, qui cherchait de l'essence à tout prix avec son mari pour partir. On la voit, c'est assez marquant dans ce reportage. Et vous le dites, mais à quel point eux le savent, de se dire c'est fini, je ne retournerai plus jamais sur ma terre, je l'abandonne, c'est une page qui se tourne définitivement. Oui, parce qu'il y a eu cet espoir quand même de maintien
de la République d'Artsakh, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est le nom arménien pour cette République autonome du Haut-Karabakh, pendant les 3 dernières années là, qui viennent de s'écouler. Mais là, d'une part, ils savent que la défaite, elle est effective, elle est totale. Pendant la guerre de 2020, au moment de cette guerre courte hein, de 40 jours en 2020, il y a quand même la moitié de ce territoire contrôlé par les Arméniens qui avait été repris par les Azerbaïdjanais. Donc la poche s'était déjà réduite. Donc il y avait déjà un sentiment de vulnérabilité à ce moment-là. Mais là, ils ont bien compris que c'était fini. C'est pour ça d'ailleurs que la totalité de cette population est partie. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'espoir. Et d'abord, les autorités, entre guillemets, de cette république, de cette entité autonome, ont décrété que c'était terminé. Le 1er janvier prochain, il n'y en a plus. Cette zone-là, ce territoire, revient entièrement sous l'autorité de Bakou et du président Aliyev et des autorités azerbaïdjanaises. Et vous étiez justement à la ville frontière de Goris, où affluent des milliers et des milliers de réfugiés. Comment se passe cet accueil? Est-ce que tous savent où ils vont dormir le soir même? Comment ça se passe? Non, justement. Alors, ça a été difficile. Je pense que le temps passant, les Arméniens vont parvenir quand même à gérer tout ça. Mais il a fallu gérer dans l'urgence, effectivement, jusqu'à 100 000 personnes en une semaine. Vous on va vers une crise humanitaire. Quand on parle de l'Arménie, faut bien se rendre compte qu'on parle d'un petit pays, un petit pays de 3 millions d'habitants, qui est l'équivalent de 3 départements français. Vous voyez, complètement inséré. Je rajoute ça parce que c'est important comprendre le contexte dans lequel ils sont et cette peur qu'ils ont et cette peur existentielle. Vous avez la Turquie, vous voyez la Turquie quasiment du sud d'Erevan. Oui. Quand vous sortez d'Erevan. Vous avez le mont Ararat, son sommet, c'est la Turquie. Vous allez un peu plus au sud vers Goris, vous longez la frontière du Nakhitchevan qui est cette enclave pour le coup azerbaïdjanaise de l'autre côté turc. Vous savez que vous avez une partie azerbaïdjanaise de l'autre côté. Vous longez la colline, ce qui domine au sommet de la colline, c'est l'Azerbaïdjan. Donc c'est un tout petit pays, l'Arménie, et très vulnérable, entouré de voisins qui lui veulent du mal ou qui se dissocient, qui se désengagent, comme les Russes. Qu'est-ce qui se serait passé s'ils étaient restés ? Alors, certains ont parlé de génocide. Est-ce qu'ils étaient poursuivis ? Est-ce qu'ils étaient menacés ? Ou simplement ils prennent acte que ce pays, leur pays, n'est plus leur pays? Est-ce qu'il y avait un risque physique pour eux? Il y a les deux. Il y a la peur du risque physique. Il y a quand même des éléments par le passé, sans remonter jusqu'à l'époque du génocide dans cette région. Quand même, faut s'en rappeler. Il y a ça dans la mémoire collective. 1915, les Arméniens ont beaucoup souffert, vous le savez. Mais de manière beaucoup plus récente, il y a quand même eu des pogroms pendant la Première Guerre, côté azerbaïdjanais. Il y a quand même eu des édifices religieux détruits. Ça, ce sont les précédents. Voilà, c'est les précédents. Donc la peur, elle est là. Sur ce qui s'est passé là, pendant cette guerre de 24 heures, il y a eu une offensive de 24 heures, 600 morts, etc. Je ne suis pas sûr que l'intensité des exactions, enfin, elle reste à mesurer, si vous voulez. Il y a eu des morts, il y a des morts civiles et des combattants. Mais je pense que c'est resté mesuré. La mission de l'ONU qui vient de faire une visite à Stepanakert n'a pas vu tant de destruction que ça. Elle a vu des images d'une ville complètement déserte. Alors ça, c'est autre chose. Et donc, autant je pense que le terme de génocide, à proprement parler, il faut faire attention à l'utilisation de ce terme. On voit les images de cette capitale, justement. Autant la notion de génocide culturel peut éventuellement s'évoquer. Parce que il y a la disparition de la totalité d'une présence d'un peuple, là, dans une région dans laquelle il était ancré depuis des siècles et des siècles. Ça, c'est un fait. Ils sont plus là. Ils sont partis. Je suis pas sûr qu'ils sont partis parce qu'ils ont été poussés dehors. Ils sont partis parce qu'ils savaient, ou j'avais l'intuition qu'ils ne pouvaient plus y vivre. Au-delà, Michel, au-delà de la guerre fratricide, on parle souvent du rôle de la Turquie et de la Russie, avec des arrière-pensées, la Grande Russie, la Grande Turquie. Quel rôle jouent-ils exactement, Erdogan et Poutine ? L'allié, la grande désillusion côté arménien, c'est de voir leur allié traditionnel, qui était la Russie, en fait, ne pas les avoir protégés. En fait, ils sont désengagés. La Turquie, elle est, dans cette affaire, elle est co-auteur avec l'Azerbaïdjan de cette récupération entre guillemets du Haut-Karabakh. Il y a une relation extrêmement étroite. Ce que les Arméniens envisagent, ce qu'ils craignent maintenant,
et avec eux d'ailleurs les soutiens internationaux de l'Arménie, c'est de voir les Turcs avec un désengagement, encore une fois, de la Russie, qui ne s'opposera pas à ça, on le pense, créer, j'allais dire recréer, non, créer une continuité territoriale. C'est la grande ambition d'Erdogan, finalement, plus encore que d'Aliyev et des Azerbaïdjanais, une continuité territoriale entre la Turquie, l'Azerbaïdjan et... dans cette espèce de vision un peu démesurée de l'histoire et du rôle de la Turquie, cette continuité territoriale, en fait, vers les républiques turcophones d'Asie centrale, si vous voulez, c'est ce qu'on nous avait expliqué, d'ailleurs, à Stepanakert, en 2020, quand on y était, un responsable religieux, un haut responsable religieux. Vous savez, si vous regardez le plan d'ensemble, eh ben, sur le chemin turc qui mène à l'Asie centrale, vous avez un caillou, vous avez un gap, un truc à écraser, ça s'appelle l'Arménie. Une erreur de l'histoire, c'est l'Arménie. Et là, ce qu'on craint, c'est effectivement que, puisque la prédation territoriale de nos jours, c'est quelque chose qui n'est pas empêché, que la communauté internationale ne peut pas empêcher, on le voit avec les Russes en Ukraine, de fait, eh bien, poussé par l'ambition, ce soit le sud de l'Arménie qui soit récupéré, envahi par les Azerbaïdjanais. Ça, Michel, ça passerait par le fait de relier le Nakhitchevan, l'exclave azerbaïdjanaise qui est entre l'Arménie et la Turquie, et l'Azerbaïdjan par le sud de l'Arménie. Or là, on apprend que l'Azerbaïdjan va recevoir des nouveaux drones Bayraktar, donc des drones turcs. Est-ce que ça veut dire qu'il prépare cette nouvelle guerre pour annexer à nouveau du territoire arménien, pour faire un corridor entre l'Azerbaïdjan et la Turquie? On peut aller vers ça ? Oui, on le craint. Alors évidemment, on ne peut pas préjuger de l'avenir, mais c'est la crainte arménienne. Alors oui, c'est une crainte qui est assez partagée. Ce qui est intéressant, c'est que les Iraniens, qui sont tout près, c'est la frontière au sud. Là, et d'ailleurs, le corridor passerait juste au nord de leur territoire. Du corridor de Zangezur, comme on l'appelle, qui est un corridor virtuel qui n'existe pas encore. Ça reste l'Arménie pour l'instant. Eh bien, ils ont alerté, mis en garde contre la modification des tracés et des frontières. Donc il y a cette crainte parce que c'est la logique suivante, si vous voulez. Ce Haut-Karabakh est une enclave qui n'existe plus. L'autre enclave, le Nakhitchevan, eh bien, de l'avis de Redites-nous où elle est sur la carte, Nakhitchevan. Eh bien, alors, c'est pas écrit, c'est à gauche de Sionik. Voilà, exactement. Là où il y a marqué Sionik. D'accord. Juste à gauche de ça. Donc, en fait, ça raboterait la pointe sud de l'Arménie. Voilà. Michel, vous diriez que finalement, l'Arménie est presque le cadeau de Poutine à Erdogan? Vous diriez jusque-là? C'est pas faux. Ouais. C'est pas faux, en ce sens que je pense que Poutine et les Russes comptent leurs alliés, ils sont pas très nombreux, et que, après tout, faire le sacrifice de l'Arménie, qui ne rapporte rien, n'a pas de richesse. C'est le contraire d'ailleurs de l'Azerbaïdjan. Quand on regarde les deux pays, l'Azerbaïdjan, c'est un pays très riche, fourni sur des revenus pétroliers très importants, avec un allié très puissant qui est la Turquie. Bon, c'est la zone d'influence turque. Laisser l'Arménie, qui n'a de richesse que sa diaspora, qui est une énorme richesse culturelle pour elle, et qui soutient, vous voyez, qui se défend, qui hurle à l'injustice. Mais c'est sa seule richesse. Vous faites le calcul et vous dites, on a assez à faire en Ukraine déjà. On va peut-être laisser l'Arménie mourir de sa belle mort.